Et c'est la continuité de la vidéo juste avant. Si vous avez regardé la 4, vous savez qu'on part sur une 5 qui va définir toute la partie optionnelle du script. Donc là, on est sur le script d'auto-deploy de la Vim Software Appliance et le script que j'ai réalisé qui est disponible sur GitHub. On vient de faire une grande série de 5 vidéos, c'est la numéro 5. Et là, on va voir toutes les features optionnelles et rentrer dans le bit and byte de chaque feature optionnelle, qu'est-ce qui se passe pour que vous puissiez vous-même les customiser si vous en avez besoin. C'est la continuité, on enchaîne. Hop. Donc, le script auto-deploy, si on passe sur la partie optionnelle, que je vous dise pas de bêtises, voilà, optionnel. Donc on a la possibilité de rajouter une licence VBR. Très très simple, mais on va voir comment ça marche. On peut aussi installer Node Exporter. Je vous rappelle, c'est pas supporté, d'accord. Si vous ouvrez un case de support et que Node Exporter pose problème, vous allez vous retrouver avec un refus. Mais bon, un jour ça le sera peut-être supporté, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin à pousser vos messages sur le forum de la R&D. Ajouter un service provider, donc ça c'est assez facile, c'est pour si jamais vous déployez votre VSA à la volée, bah, que ça rajoute directement le tenant, que directement avec Kickstart vous puissiez mettre le tenant, le password, l'IP du Cloud Connect pour que ça se connecte avec la Service Provider Console. Et le plus compliqué, c'est la partie configuration restore. Imaginez, j'ai testé le fait que bah, voilà, vous avez besoin de. Vous avez votre VBR qui était en vrac, vous avez votre fichier de conf, et ben vous pouvez mettre votre fichier de conf dans votre ISO, démarrer sur l'ISO, et ça va initier tout seul la restauration de la configuration de votre VSA. Ce que vous pourriez normalement faire en interface graphique. Hein. Vous démarrez avec une VSA clean, vous allez dans le host manager, vous dites je veux restaurer, etc. On va voir tout ça, mais tout ça, ça se fait directement, c'était automatisé. Donc pareil, hein, ça c'est l'explication des, comment ça marche. Et si on va plus loin dans le script, voilà, il y a tous les paramètres des optional features. Notre exporteur, oui, non, licence, oui. Si vous mettez oui, il vous faut un fichier de licence. J'ai un exemple avec un syslog que vous pouvez rentrer. C'est un exemple. Euh, Ici, vous avez aussi donc la partie service provider. Forcément c'est une URL du Cloud Connect. Donc si vous mettez à oui, ça veut dire que ça va chercher une URL du Cloud Connect, un login, un password. La restore de conf. Restore de conf, si vous avez vous mettez oui, non. Si vous mettez oui, et ben, il va aller forcément chercher le fichier de restore si vous l'avez pas, attention. Et, et ici c'est la partie Security Officer parce que on va le voir, mais pour restaurer une conf, il y a deux passwords, celui de la conf et celui du Security Officer si vous en avez un. Voilà, si on continue, hein, comment ça marche. Notre exporteur c'est là, VBR c'est là, Service Provider c'est ici, et une attended restore c'est tout détaillé, c'est le plus complexe. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir le script parce que l'idée c'est que vous puissiez vous-même le modifier et vous l'adapter pour vous. Donc si vous avez jamais ouvert le script, vous avez beaucoup de choses qu'on peut normalement réduire. Ici c'est tout l'entête, les paramètres, c'est classé par région. Vous avez vu, je peux les refermer les régions, c'est quand même assez simple. Et je vais vous montrer, voilà, 2000 lignes qui se résument à plusieurs régions. Toutes les premières régions, il n'y a aucune raison que vous ayez vraiment besoin de les changer. C'est les paramètres, c'est les fonctions de logging, c'est les fonctions du fichier JSON, c'est les fonctions helper, c'est toutes les fonctions ajoutées avant le fichier, pendant le fichier. Tout ça, c'est des fonctions, vous n'avez aucune raison d'y toucher. Ce qui va vous intéresser, vous, si je ne dis pas de bêtises, ça c'est le keyboard, ça c'est la time zone, on s'en moque, le network, SSH, ok. Donc toutes ces fonctions, on s'en moque. Vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est déjà de regarder ce qui se passe dans le main script. Si on va tout à la fin du script. Voilà ce qui se passe. Quand vous lancez le script, il va aller dans le try et il va faire ça. Il va dire ok, c'est le script version 2.6. J'importe les fichiers de JSON et ensuite, en fonction de l'appliance type dans mes paramètres, je vais suivre un certain workflow. J'ai un workflow pour VSA, pour VIA VMware, pour VIA VHR, d'accord. C'est tout. Donc c'est le workflow, il va partir dedans. Une fois que j'ai dans ce workflow, le workflow vous les retrouvez au-dessus, d'accord. Workflow VSA, workflow VIA, workflow VIA HR. Donc vous les avez là. Si je vais dans mon workflow VSA, c'est le plus dense, forcément, c'est là où il y a le plus de choses possibles. J'ouvre mon workflow. Voilà, donc là il nous dit attention, c'est le workflow. Il vérifie les paramètres de configuration, si jamais on veut uniquement du clean, si on veut clean ou pas les fichiers de config, in place, backup, voilà, tout ça on les a déjà détaillés avant. Il teste les prérequis, il teste les fonctionnalités,
tout ça on s'en moque. Ensuite, il récupère les fichiers de conf. Voilà, ça c'est l'extrait. Tout ça. Ici, c'est la partie grub. Il va prendre son fichier grub et c'est là où il réécrit le fichier grub correctement. Ici, on a le kickstart qui est mal écrit. Et c'est là où il va aller, c'est self, ça s'explique tout seul, hein. La partie keyboard, la partie time zone, la partie DHCP. Ok. Il va rajouter ces configurations là dans le fichier de config, DHCP, content. Ça, c'est la partie touch pour disable. Ça, c'est la partie rajout du host configuration. Voilà. Jusque-là, rien d'exceptionnel, c'est tout ce qu'on a déjà vu avant. Et là, c'est la partie optionnelle. Donc si vous voulez voir ce qu'il fait au niveau du debug, quand vous activez la fonction debug, il va aller utiliser la fonction SSH debug. La fonction SSH debug, on la retrouve dans la région, et donc ça c'est la même chose pour quasi toutes les régions. Là, vous cliquez, vous arrivez sur la fonction debug. Je l'ouvre, et on ne va pas passer en détail tout ce qu'il fait. Mais si vous voulez voir tout ce qu'il fait, c'est ici. Activation du route, activation du SSH, etc. C'est que activation du firewall. Tout est décrit ici. Donc quand vous faites le debug, c'est là. D'accord. C'est assez simple. La fonction, elle va juste rajouter tous les paramètres de debug dans le fichier de Kickstart. Ensuite, restore conf. On va partir après, c'est un peu plus compliqué. C'est la dernière, on va le garder pour la fin, c'est le plus compliqué. Service provider console. Quand on rajoute, donc ici il détecte que le flag il est OK pour le service provider console, il va rajouter tout simplement le bloc. Donc comment ça fonctionne ce script? Je reviens une fois que vous avez compris, une fois que j'invoque tout simplement des fonctions. Et les fonctions qui vous intéressent le plus, c'est les fonctions ici qui s'appellent Dynamic Configuration Block. Dans tous les blocs ici, et on va toutes les fermer, c'est tous les blocs de texte qui sont appelés quand on en a besoin pour faire quelque chose. D'accord? Voilà. C'est donc par exemple quand on veut rajouter un service provider. On a la fonction ici get vim service provider block. Et donc ce bloc là, il le prend et il le met dans le fichier CSV. N'importe quoi, dans le fichier de config de Kickstart. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le prend, il le met dans Kickstart et si vous voulez voir en détail ce qu'il fait, il va, quand vous avez besoin de rajouter un service provider, il a besoin d'installer le service provider management agent. D'accord, le service on s'y perd un peu, hein, dans le cloud de VCSP. Wow, ça devient dur ce matin. Le Vim Cloud Service Provider Console, la console, l'agent de management. Et pourtant, j'ai l'habitude. Hein. Là, ça commence à devenir dur. Cet agent de management, pour l'installer sur la VSA, il a besoin d'avoir le droit. Donc quand on crée ce fichier-là, c'est comme si on allait sur l'appliance et qu'on disait je veux le faire, qu'on active avec le security officer, etc. Voilà, on crée ce fichier, comme ça on a le droit de rajouter un agent de management. Et l'agent de management, donc il y a une fonction avec une boucle, c'est juste j'importe le module PowerShell, je rajoute un credential, donc si vous faites, c'est du PowerShell hein, simplement, que je passe dans mon Kickstart file, hein, où je vais rajouter des credentials pour mon service provider. S'ils sont déjà créés, je ne les recrée pas. Et une fois, si jamais il les a trouvés, ensuite il fait add service provider, il met l'URL, le credential, et c'est parti. Et les credentials qu'il a récupérés juste avant. Faites attention, ce qui est compliqué, c'est que c'est du PowerShell qui va rajouter, que je vais mettre dans un fichier CFG qui va être lu par un OS Linux, qui lui va l'écrire en bash. Et c'est pour ça que le plus compliqué dans tout ce script, vous avez vu, il y a des paramètres qui sont des fois avec un petit symbole avant. C'est un paramètre pour pas que ce soit PowerShell qui le prenne en compte, mais que ce soit le script bash qui le prenne en compte derrière. Parce qu'il y a des paramètres en PowerShell, ce que vous voyez ici, logging, tout ça c'est ce qu'on prend du script PowerShell. Et les paramètres que vous voyez ici, c'est les paramètres qui sont pris dans le script PowerShell, mais à l'intérieur de la VSA quand c'est déployé. Et tout ça, c'était vraiment le plus horrible à faire. Ça, donc c'est du PowerShell mais dans le bash. Et ici, vous avez aussi du bash tout court. Bref, vous savez comment ça marche. Je ne vous conseille pas d'aller y mettre les mains. Et si vous mettez les mains et que vous avez des problèmes, il y a 99,99% de chances que vous ayez juste des problèmes de est-ce que c'est mon PowerShell pour créer le
Est-ce que c'est le PowerShell pour créer le fichier? Est-ce que c'est le bash? Est-ce que c'est le PowerShell dans le bash? Voilà, sachez que c'est juste l'enfer, mais c'est ici que tout se passe. Et une fois qu'il a réussi, il va réessayer 3 fois, et ensuite il remove le flag pour dire, pour pas qu'on puisse réinstaller des trucs par-dessus. Donc ça c'était juste un exemple du custom, d'accord. Si je continue, je reviens juste, hop, mes fonctions. Par exemple, la fonction pour aller tout ce qui va être fichier de, pour tout ce qui va être, ajout de fichier de licence. Pour ajouter un fichier de licence, il va d'abord falloir qu'il aille le copier. Donc, je reviens, excusez-moi, plus bas, donc dans ma fonction de workflow de VSA. Dans mon fichier de VSA, VBR configuration, qu'est-ce qu'il fait? S'il détecte que vous avez mis le flag VBR licence tune à yes, il lance le workflow. Le workflow, il est en 2 étapes. Première étape, c'est fichier de licence. Forcément, si vous voulez ajouter un fichier de licence, il va falloir qu'il le fasse. Donc, il va aller quelque part en amont du script, aller rajouter une partie qui s'appelle copy licence block. Et ensuite, il va rajouter aussi le custom VBR block. Donc ça, c'est plus tout ce que vous voyez ici, généralement, after le fichier de config, c'est en bash. C'est des commandes bash qui sont lancées au premier boot, alors que tout ce qui se trouve plutôt ici, c'est des commandes de copie entre le CD-ROM, ce que vous avez mis dans l'ISO, et ce que vous avez mis sur l'OS. Et donc, vu qu'on a besoin de récupérer des choses de l'ISO, bah ici, il vous dit, si vous n'avez pas, pas demandé config file only, c'est que vous avez demandé de modifier un ISO, et dans ce cas-là, il va aller récupérer le fichier, il va aller récupérer le dossier licence et le mettre dans le dossier licence sur l'ISO. On regarde ce que ça fait ces deux blocs-là, custom VBR block et licence file. Donc première chose, il va vouloir copier. Donc c'est assez simple, hein. Il va créer un dossier qui s'appelle dans etc vim qui s'appelle licence. Et il va prendre ce qui est dans l'ISO et il va le copier. Donc c'est ici, il va prendre ce qui est dans l'ISO à gauche et le copier sur etc vim licence qu'il vient de créer. Il fait en sorte que ce fichier soit lisible uniquement par le root. Donc là, le fichier, il est copié, on est content. Et une fois qu'il est copié, eh ben, il n'a plus qu'à, au moment du premier boot, importer le module PowerShell, installe VBR licence avec le fameux pass qui est etc vim licence qu'on vient de faire juste avant. Si jamais, en exemple, c'est exactement, j'ai rajouté également la partie syslog. Donc si le syslog, vous mettez quelque chose, et ben dans ce cas-là, il va dire OK, je détecte, il veut rajouter un syslog, c'est qu'un exemple. Et donc c'est cette VBR syslog avec le fichier syslog, le port par défaut et le protocole par défaut. Donc ça, il va le rajouter. Si jamais vous décidez que c'est pas le syslog et vous pouvez changer le paramètre et vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez lancer n'importe quelle ligne de PowerShell ici. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en PowerShell. C'est ici où vous pouvez customiser ce que vous voulez. Là, c'est le syslog, mais voilà. Donc vous mettez juste des plus et des blocs et vous faites ce que vous voulez. Je continue dans le workflow. Le workflow, on a vu donc Kickstart, SSH, Restore, on verra plus tard. Service Provider, VBR, Node Exporter. Alors Node Exporter, il est obligé de faire plein de choses. Il est obligé d'abord d'importer l'offline repo. Parce que du coup, si j'ai parti du principe que la VSA probablement n'a pas accès à Internet, et donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec ça, qu'on s'amuse pas, parce qu'au début j'avais fait le script, vous avez Internet, vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas Internet, vous avez Internet. Bref, donc là il va prendre tout du offline repo, donc c'est le folder qui se retrouve sur GitHub, je remonte tout en haut, hop. Il faut obligatoirement le folder offline repo, dans lequel il y a tous les packages RPM nécessaires pour installer Node Exporter. Ça installe, donc ça copie, vous vous souvenez, si c'est à cet endroit-là, c'est que ça va copier les fichiers qui vont bien. Ensuite, ça va rajouter les paramètres pour avoir le firewall, parce que notre exporteur, il faut des firewalls, donc si c'est ici, c'est que c'est au niveau du first boot. Et ici, GetNet Exporter Offline Block, je crois que c'est l'installation des RPM. Donc, vous avez vu, il a besoin d'un dossier. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va le copier en offline repo, il le met dans l'offline repo. Et on va parcourir rapidement. Ce qui est intéressant, c'est pas de copier les fichiers, on s'en fout. C'est pas le firewall. Bon, je peux vous montrer le firewall. Hein. C'est le bloc de firewall. C'est juste dans la zone permanente qui s'appelle drop. Et ben, il va rajouter le port 9100. Et dans la partie Node Exporter, on peut aller dans le bloc ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de rajouter l'offline repo. Donc il va créer un nouveau fichier qui s'appelle offline repo.
il va créer des fichiers de paramètres, ça va pointer vers TMP offline repo, ça va ensuite installer, donc DNF, il va uniquement enable le offline repo, il va installer notre exporter, release version 9, ensuite il remove le offline repo, ensuite il remove le fichier, voilà, donc comme ça on prend pas de risque, ensuite on le configure. D'accord, il faut absolument que dans le fichier sysconfig notre exporter, c'est là où on fait définir le fameux port. D'accord, sysconfig notre exporter et ensuite on enable tout simplement le service. Voilà, c'est ici que se passe tout le workflow. Et à la fin, juste pour info, le fichier de config et le fichier, il faut faire quelque chose de très particulier parce qu'on est sur du Windows et ça va être lu par un OS Linux. Il faut remplacer certains caractères, il faut l'encoder en UTF-8. Et la raison pour laquelle on a besoin du PowerShell 7, pour information, c'est que ce fameux no new line et encoding UTF-8 en PowerShell 7, il fait plein d'autres choses qui permettent d'être sûr que ça fonctionne. Notamment, ça s'appelle nodom. Laissez tomber, ça sert à rien, mais voilà, c'est ici qu'on a besoin du PowerShell 7 exclusivement. Je remonte pour finir juste avec la partie restore de conf. La partie restore de conf, c'est la plus lourde, mais c'est pareil, on copie des fichiers. Ok, on a besoin de copier l'offline repo, on a besoin de copier les fichiers de conf. Si je vais dans la partie fichiers de conf, offline fichier de conf, hop. Il a besoin du BCO, il a besoin d'un fichier XML unattend, et il a besoin d'un fichier de bash. Le fichier de bash, c'est un script qui permet de discuter en HTTP avec le host manager. Parce que sur le host manager, notamment au niveau du security officer, nous avez deux passwords. Et donc, je crois que je le mets. Ce serait bien que je le montre dans le fichier. Donc, on était où? Get restore config block. À quoi elle ressemble celle-là? Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est obligé, dans un premier temps, d'aller prévenir le security officer, donc de se faire passer pour le security officer, et d'aller rajouter. Donc, on a besoin du MFA, mais ça on le connaît. On a besoin du config password, du vimso, mais ça on l'a. Hein, vous l'avez déjà configuré préalablement. Vous embêtez pas. C'est juste le config SO. Si jamais vous avez le security officer d'activer, le fichier de configuration, votre BCO, il est crypté deux fois. Il est chiffré une fois au moment où vous créez les fichiers de configuration. Ça, c'est traditionnel. Mais il est également chiffré quand vous avez la partie. Il est également chiffré par le Security Officer. Donc, si au moment où vous faites votre restore de configuration, il faut se connecter en Security Officer. Ça l'automatise et ça rajoute ce password de chiffrement. Voilà. Vous irez voir le fichier de bash. Hein, c'est que des commandes HTTP pour aller set des trucs. Ensuite, il y a une notion de retry. Et donc, en .NET, on lui demande d'aller utiliser la fonction, enfin le DLL, de charger le fichier XML, d'accord, et de le faire deux fois. Et si jamais il n'y arrive pas, bah, il recommence une deuxième fois. Ok. Et donc, ce qu'il fait, c'est que il a le fichier, donc il a mis le password du security officer. On envoie la commande de restaurer avec le fichier XML, et ensuite, c'est tout. Clairement, c'est tout. Et ensuite, il remove ce dont il avait besoin. Je vais juste quand même ouvrir le fichier XML que je dois pas avoir là pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Le fichier XML, il est en conf. Donc là, je pense qu'il y a un exemple. Donc c'est hardcodé. Hein. Conf to restore.bco. Vous avez intérêt à l'appeler conf.restore.bco. C'est hardcodé. Et de le mettre dans le dossier conf. Et ensuite, il va chercher ce BCO. Il va chercher le fichier XML. Et celui-là, vous avez juste besoin de l'avoir. Vous n'avez pas besoin de le modifier. Et si je prends mon XML, et ben, il attend hardcodé, comme je vous disais, le config.bco. Et c'est ici où vous devez changer vous-même votre backup restore. C'est votre fichier c'est votre mot de passe pour votre BCO. Voilà, c'est normalement plutôt bien et peut-être probablement mieux écrit que moi dans comment utiliser le paramètre de dépendance. Voilà. Vous devez download le fichier conf, d'accord. Dedans il y a un XML, il y a un SH et il y a un BCO, d'accord. C'est hardcodé. Donc vous renommez votre BCO. Ensuite, vous éditez le fichier XML pour y mettre votre backup config. D'accord. C'est le password que vous mettez dans la console VBR. Et ensuite, si jamais vous avez le restore officer d'activer, il faut que dans le fichier JSON, dans les fichiers de paramètres qu'on a vu au-dessus, le config password SO que vous mettez à oui, et ben il faut que vous mettiez
le mot de passe qui est mis au niveau du Security Officer. Et il vous faut aussi le offline repo. Voilà, il y a 4 dépendances à suivre. Et ensuite, ça se fait tout seul. Comme ça, vous savez ce qu'il fait et ce qui se passe. Voilà. Bon, j'espère que c'était pas trop brouillon. C'est assez long, mais en même temps, c'est du script PowerShell. Et donc, c'est pas forcément évident de détailler et d'expliquer comme ça. Mais au moins, vous avez vu que c'est des workflows qui sont appelés au niveau du Grub, du Kickstart, que c'est les modifications optionnelles qui sont faites. Et je vais juste finir sur, si je prends plutôt le Kickstart, le workflow d'un Harden Repo, allez hop, pour le plaisir, et ben c'est exactement la même chose au début, hein, il ne se passe rien de nouveau. C'est le grub, il va modifier le grub, c'est juste que le nom c'est différent, c'est hard repo, voilà, c'est le grub, il est là. Ensuite il fait le DHCP, bon, voilà, tout ça c'est le truc de base. Qu'est-ce qu'il fait en 2 points, j'ai dû fixer un truc parce que le code, par défaut sur le Harden Repo, il y avait un bug. Et donc le token, il n'était pas mis. Et donc il faut le mettre à la main. Il faut rajouter ça rajoute cette ligne-là dans le Kickstart pour prévenir le deployment service de se mettre en start pairing avec un code à 000. Et ensuite, bah, c'est la même chose, le SH, modification. Et normalement, il y a le node exporter qui est là aussi, qui est mal indenté, mais il est là. Voilà, il doit être là. Hop. Et donc, et ici c'est pareil, si vous avez le node exporter, il refait la même chose avec les 3 copies offline et firewall. Voilà, c'est exactement la même chose qui est fait ici. Les workflows sont vraiment très similaires, mais comme il y a des choses particulières pour le Harden Repo, et puis comme ça vous permet de faire des customs particuliers en fonction des OS, j'ai préféré faire des workflows différents. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a enfin complètement terminé cette session, cette 5 parties de vidéo assez longues du coup que j'ai découpé pour que ce soit plus digeste pour les gens. Je pense que celle-là c'était la pire. Si vous êtes encore là au bout de 22 minutes de digression et de scroll sur du script PowerShell, merci. J'espère que ça vous a été utile, que ça va vous aider à customiser vous-même. Et écoutez, si vous avez des questions, bah, je suis toujours là en commentaire. N'hésitez pas. Merci beaucoup et puis bon courage pour votre customisation. Ciao.